J'étais assis là, dans mon bureau exigu à Phoenix, en Arizona, entouré de piles de documents internes d'entreprise qui s'entassaient sur mon bureau. Je m'appelle Kevin Walker, j'ai 35 ans, je suis un simple auditeur interne dont les journées se fondent les unes dans les autres, entre chiffres, rapports et réunions sans fin. C'était un après-midi typique et étouffant du désert, le soleil tapait à travers la vitre poussiéreuse, rendant l'air encore plus suffocant. J'étais concentré sur l'examen d'un cas mineur de dépenses irrégulières. Mes doigts volaient sur le clavier quand soudain, mon téléphone a vibré. La douce vibration a suffi à me surprendre, comme un mauvais présage. L'écran s'est allumé, affichant le nom de Nathalie Gomez. J'ai froncé les sourcils, mon cœur ratant un battement. C'était la meilleure amie de ma sœur Mia. Je ne l'avais rencontrée que quelques fois lors de rares réunions de famille, quand Mia amenait des amis à la maison. La dernière fois, c'était à Noël de l'année précédente. Nous avions échangé des banalités polies, des sourires gênés sur le temps et la nourriture. Nous n'avions même jamais échangé nos numéros de téléphone, encore moins envoyé de SMS ou appelé. Pourquoi m'envoyait-elle un message? Me demandai-je en prenant le téléphone, un vague malaise montant dans ma poitrine. Peut-être un mauvais numéro ou quelque chose que Mia lui avait demandé de transmettre. J'ai ouvert les messages et le monde autour de moi a semblé se figer. Les lignes fragmentées m'ont frappé comme un coup de poing à la poitrine. Kevin, c'est Nathalie, l'amie de Mia. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais Mia a été mise à la porte de la maison de son mari il y a quelques jours, avec Léo. J'ai pensé que tu devrais le savoir. Mon cœur s'est arrêté. Mia mise à la porte de la maison de son mari. Ma petite sœur, celle qui avait toujours été la fierté de la famille, maintenant jetée dehors avec son fils de 3 ans. Léo, le pauvre garçon atteint de retard de développement intellectuel. Ça ne pouvait pas être vrai. Je l'ai relu encore et encore, espérant que ce soit une mauvaise blague ou un malentendu. Même si je ne l'avais rencontrée que quelques fois, je savais que Nathalie n'était pas du genre à faire ça. Elle était la meilleure amie de Mia depuis l'université, toujours discrète et fiable. Pourquoi enverrait-elle quelque chose comme ça? Mes mains tremblaient légèrement alors que je la rappelai immédiatement. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant que la voix de Nathalie ne se fasse entendre, anxieuse et pressée. Tu as lu le message. Que se passe-t-il, Nathalie? Mia a été mise à la porte? Que veux-tu dire? Dis-moi tout. Ma voix tremblait, mais j'essayais de rester calme, ne voulant pas l'alarmer. Le bureau autour de moi bourdonnait d'activité, des collègues riaient au bureau d'à côté, mais pour moi, tout semblait flou. Nathalie soupira, sa voix baissant comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. C'est vrai, Kevin. Je ne l'ai appris que lors d'une rare conversation avec Mia. Elle l'a laissé échapper quand nous nous sommes rencontrés dans un café. Mia a dit que sa belle-mère l'avait mise à la porte, ne voulait plus qu'elle reste, et elle a dû emmener Léo avec elle. Mais elle m'a fait jurer de ne pas le dire à ta famille. J'ai proposé qu'elle reste temporairement avec moi, mais Mia a catégoriquement refusé. Elle avait l'air épuisée, beaucoup plus mince. Je suis resté abasourdi. Mon esprit tournait. Mia, ma sœur, toujours si forte et résiliente. Elle avait épousé Steven Walker il y a 4 ans, un homme d'une famille riche, et nous nous étions inquiétés des rumeurs concernant sa belle-mère sévère. Mais Mia avait insisté sur le fait que tout irait bien. J'ai raccroché sans un mot de plus, serrant le téléphone jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'ai immédiatement appelé Mia. Le téléphone a sonné et sonné. Une sonnerie, 2, 3, mais elle n'a pas décroché. Chaque sonnerie étirait le malaise dans ma poitrine comme le tic-tac d'une bombe à retardement. J'ai réessayé. Pas de réponse. Puis j'ai envoyé un texto, Mia, où es-tu? Appelle-moi tout de suite. Toujours le silence. Mon cœur brûlait d'anxiété. Le travail inachevé sur mon bureau ne signifiait plus rien. Je me suis levé brusquement, j'ai attrapé ma veste et je suis sorti en courant du bureau sans même demander la permission à mon patron. Mes collègues m'ont regardé avec surprise, mais je m'en fichais. Je devais trouver Mia tout de suite. J'ai couru jusqu'au parking, les mains tremblantes alors que je cherchais mes clés. Mon esprit était un chaos. Des images de Mia et Léo clignotaient constamment. Où était-elle maintenant? Sans abri, sans le sou, avec un enfant malade. J'ai accéléré sur la route, le soleil éclatant de l'après-midi en Arizona m'aveuglant, mais je ne sentais rien. J'ai essayé de retracer les derniers endroits où je pensais que Mia aurait pu aller. D'abord,
la maison d'une vieille amie de lycée dans la banlieue de Phoenix. J'ai écrasé l'accélérateur, grillant quelques feux rouges, le cœur battant à tout rompre. Quand je suis arrivé, j'ai frappé à la porte. Son amie a ouvert et a secoué la tête. « Tu cherches Mia. Elle n'est pas là. »« Qu'est-ce qui ne va pas, Kevin ?» Mon premier espoir s'est brisé. J'ai continué jusqu'au complexe d'appartements bon marché près du centre-ville où Mia avait vécu avant son mariage. Le trafic était bloqué, ce qui me frustrait. J'ai tapé sur le volant. J'ai marmonné des jurons, la sueur coulant à flots. Au complexe, j'ai parcouru les rangées d'unités en demandant au propriétaire. « Mia Walker ?» « Non, je n'ai vu personne comme ça. » Chaque réponse était comme un coup de couteau. La nuit est tombée, l'obscurité se propageant depuis le désert, rendant l'air glacial malgré la chaleur de la journée. J'ai continué vers les hôpitaux publics, pensant que Mia avait peut-être emmené Léo pour un traitement ou quelque chose de pire. Cette pensée m'a serré la poitrine. Au premier hôpital, j'ai foncé à la réception, la voix rauque. « Excusez-moi, y a-t-il une patiente nommée Mia Walker ou un enfant, Léo Walker ?» Le personnel a vérifié l'ordinateur et a secoué la tête. Personne de ce nom. Deuxième hôpital, troisième. Toujours rien. L'espoir diminuait. J'étais épuisé, j'avais faim, j'avais soif. Mais je ne me suis pas arrêté. Mon esprit tournait avec les pires scénarios. Mia errant dans les rues. Léo pleurant de faim ou pire. Puis je me suis souvenu d'un dernier endroit, un endroit où je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait. Un refuge pour femmes et enfants sans abri à la périphérie de la ville. Un endroit pour les désespérés, les victimes de violences ou ceux qui avaient tout perdu. Je me suis garé devant le vieil immeuble, les néons clignotant dans le noir. Des gens allaient et venaient, des femmes avec des enfants, des visages fatigués. L'air était humide, mêlé d'odeurs de sueur, de nourriture froide et de désinfectant. Je suis entré, me sentant déplacé dans la foule. Mon cœur battait la chamade alors que mes yeux balayaient partout. De longs bancs, des coins sombres, des enfants qui pleuraient. Et puis j'ai vu Mia. Elle était blottie sur un banc, décharnée et débraillée, les vêtements froissés, les cheveux en désordre. Dans ses bras se trouvait Léo, le garçon, s'accrochant silencieusement à sa mère, les yeux vides au milieu du bruit. Léo, mon pauvre neveu, avec des retards de développement, ne pleurant ni ne souriant, juste assis là comme une petite statue. Je suis resté figé, toutes les émotions refoulées explosant dans ma poitrine. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai retenues. Mia, ma sœur, autrefois si belle et joyeuse, réduite à ça, un refuge humide et moisi, un endroit que notre famille n'avait jamais imaginé. Mia leva les yeux et me vit. Ses yeux étaient rougis, mais elle n'osait pas pleurer. Elle détourna le visage comme si elle avait peur de me déranger ou d'être réprimandée. Je me suis approché, les jambes lourdes comme du plomb. J'ai appelé son nom, ma voix se brisant. Elle m'a regardé, les lèvres tremblantes. « Comment m'as-tu trouvé ici ? Comment le savais-tu » Je n'ai pas grondé ni me suis plaint. Je l'ai simplement aidé doucement à se lever. Léo s'accrochait toujours fermement, sans réaction. J'ai pris la main du garçon et je les ai conduits tous les deux hors du refuge jusqu'à ma voiture. Le moteur a démarré et nous avons roulé directement vers chez moi. Le trajet fut long et silencieux, mais à l'intérieur de moi, une tempête faisait rage. Que s'était-il passé ? Pourquoi Mia n'avait-elle pas appelé ? Et maintenant, que pouvais-je faire pour la sauver ? Cette nuit-là, Phoenix semblait plus froide que jamais. Le vent du désert hurlait à travers les vitres de la voiture, apportant un froid glacial malgré le début de l'automne. J'ai jeté un coup d'œil au siège passager. Mia était blottie, tenant fermement Léo dans ses bras. Le garçon restait complètement silencieux, regardant par la fenêtre avec des yeux vides comme s'il était inconscient du monde qui l'entourait. Mia gardait la tête baissée, des cheveux en désordre couvrant la moitié de son visage, ses épaules tremblantes. Pas à cause du froid, mais à cause de tout ce qu'elle gardait en elle. Je voulais demander tout de suite, crier pourquoi elle ne m'avait pas appelé plus tôt, mais je me suis retenu. Ce n'était pas le moment. Elle avait besoin de chaleur, de nourriture, de repos. J'ai serré le volant plus fort, essayant de rester calme, mais mon esprit tournait avec des questions sans réponse. Nous sommes arrivés à la maison, mon petit appartement à la périphérie de la ville, où je vivais seul depuis des années. Ce n'était pas luxueux, juste un modeste 2 pièces avec un mobilier simple,
mais au moins c'était confortable et sûr. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et j'ai doucement ouvert la porte à Mia. Entre, ma sœur. Je vais allumer le chauffage. Mia hocha faiblement la tête, portant Léo en me suivant. L'air à l'intérieur était encore frais du matin, alors j'ai rapidement allumé le chauffage à gaz dans le salon. Les flammes bleues dansaient, répandant la chaleur dans l'espace. J'ai pris 2 couvertures propres dans le placard et j'en ai enveloppé la mère et le fils. Mia s'est assise sur le canapé, remontant la couverture jusqu'au menton de Léo, lui chuchotant quelque chose. Léo n'a pas répondu, il s'est juste blotti plus près de sa mère. Je suis allé discrètement à la cuisine, essayant de ne pas faire de bruit. Mon esprit était toujours en ébullition, mais je savais que je devais faire quelque chose de pratique pour l'aider à se calmer. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai sorti les légumes restants, carottes, pommes de terre, oignons, et un peu de poulet congelé. Je ferai une simple soupe chaude. Rien de sophistiqué, mais nourrissant. J'ai coupé rapidement les légumes, les yeux me piquant à cause des oignons, mais aussi à cause des émotions qui montaient dans ma poitrine. Comment la vie avait-elle pu pousser ma sœur à ce point? Mia avait été une fille joyeuse, toujours souriante, excellente à l'école, rêvant d'une famille heureuse, et maintenant elle errait dans un refuge avec son enfant malade. J'ai versé de l'eau dans la marmite, ajouté des assaisonnements et laissé mijoter à feu doux. L'arôme de la soupe s'est répandu, chaud et réconfortant, comme un petit réconfort au milieu de la tempête. Environ une demi-heure plus tard, la soupe était prête. Je l'ai versée dans 2 grands bols, j'ai ajouté du pain grillé et je l'ai apporté dans le salon. Mange, ma sœur. C'est chaud. Mia leva les yeux rouges, mais hocha la tête en guise de remerciement. Léo était assis à côté d'elle, de petites mains tenant une cuillère, mais Mia devait le nourrir. Ils ont mangé de bon cœur, presque sans s'arrêter. Mia prenait de grandes cuillerées. Léo avalait les morceaux de pommes de terre tendres. La façon dont il mangeait suggérait qu'il n'avait pas eu de repas convenable depuis des jours, les joues creuses, les yeux s'illuminant juste à la sensation d'être rassasié. Je me suis assis en face d'eux, les regardant en silence, mon cœur se tordant de douleur. Un mélange de choc et de chagrin si intense qu'il était difficile de respirer. Mia, ma sœur, qui avait autrefois vécu dans une villa luxueuse, maintenant réduite à cette faim. Et Léo. Le pauvre garçon probablement habitué à des repas maigres juste pour survivre. Après qu'ils eurent fini, l'atmosphère s'est un peu réchauffée. Le chauffage crépitait doucement, les couvertures les enveloppaient confortablement, et la soupe chaude les avait calmés. Mia s'est adossée, Léo s'endormant sur ses genoux, respirant régulièrement. J'ai attendu un peu plus longtemps, lui laissant de l'espace pour respirer, puis j'ai doucement demandé, « Mia, dis-moi ce qui s'est passé. Je ne te force pas, mais je dois savoir pour pouvoir t'aider. » Je me suis assis en face d'elle, la voix douce, craignant qu'un mot plus dur ne la brise. Mia était déjà si fragile, décharnée, des cernes sous les yeux comme une ombre de ce qu'elle était autrefois. Au début, Mia était abasourdie, silencieuse pendant un long moment, son regard vide fixé sur le vieux plancher en bois comme si elle déterrait des souvenirs qu'elle avait essayé d'enfouir profondément. Je n'ai pas insisté, je suis resté assis là, attendant. Finalement, elle a commencé à parler, la voix à peine un murmure, les mots fragmentés. Je ne sais pas par où commencer. Steven. Elle marqua une pause, déglutit difficilement, puis continua. Steven est un mari faible, Kevin. Sans colonne vertébrale. Il obéit toujours à sa mère. Il ne m'a jamais défendu une seule fois. J'ai écouté, le cœur battant à tout rompre. Mia parlait lentement, comme si elle tirait chaque souvenir des ténèbres. Son mariage avait commencé comme un rêve. Steven, l'homme riche et raffiné, promettant une vie heureuse. Mais une fois les portes de la villa fermées, la vérité a émergé. Sa belle-mère, Dolores Walker, était d'une cruauté inimaginable. Elle contrôlait chaque activité quotidienne de Mia. Quoi manger, quoi porter, combien dépenser. Chaque facture devait passer par elle. Chaque appel téléphonique devait être signalé. Elle a fait de moi une prisonnière dans ma propre maison, Kevin, critiquant tout comme si j'étais une profiteuse. Puis Léo est né, prématuré, avec des retards de développement intellectuel, ne parlant pas, ne réagissant pas rapidement comme les enfants normaux. C'est là que l'enfer a vraiment commencé. Dolores a blâmé Mia, lui hurlant au visage, « Tu ne sais pas comment accoucher. Cet enfant est ton erreur. » Elle voyait Léo comme un fardeau,
une tache sur la réputation de la riche famille. La cruauté s'est intensifiée. Mia a été forcée de travailler comme une femme de chambre dans cette luxueuse villa. Nettoyage, cuisine, lessive de l'aube au crépuscule. Pas de sortie, pas de rencontre avec des amis, pas d'appel à la famille. J'ai vécu dans l'isolement, Kevin, entouré de murs dorés, mais c'était une prison. Mon mari voyait tout, mais il n'est jamais intervenu. Il baissait simplement la tête devant sa mère. J'ai serré les poings, luttant pour contenir ma colère. Mia a continué, la voix tremblante. Elle a même fait venir une jeune femme à la maison, une certaine Carla, laissant entendre qu'elle me remplacerait pour porter un enfant qui lui conviendrait. Elle m'a traité d'inutile, incapable de produire un fils en bonne santé. Jour après jour, elle m'a usé. J'étais épuisé, pleurant seul la nuit, mais trop effrayé pour le dire à qui que ce soit. Et puis le point de rupture. Carla est tombée enceinte. Dolores n'a pas hésité. Elle a mis Mia et Léo à la porte. Elle a jeté nos affaires sur le seuil, coupé tout soutien. Steven est resté là, silencieux. Pas un mot pour me défendre. J'ai pris Léo et j'ai erré pendant des jours, puis j'ai atterri au refuge. En entendant cela, j'ai ressenti une vague de rage et d'amertume. Le sang m'est monté à la tête. Je voulais foncer jusqu'à cette villa et frapper Steven et Dolores. Comment osait-il traiter ma sœur ainsi? Un être humain, une mère, transformée en esclave et jetée. Une partie de moi voulait la blâmer. Pourquoi as-tu enduré en silence? Pourquoi ne l'as-tu pas dit à la famille? Alors j'ai dû la prendre par Nathalie et courir frénétiquement à sa recherche. Mais toutes ces pensées accusatrices se sont étouffées dans ma gorge quand j'ai regardé Léo. Le garçon était assis près de sa mère, les yeux vides, ne pleurant ni ne réagissant, juste assis là comme une petite âme perdue. Et Mia, épuisée après des années d'érosion physique et émotionnelle. Peau pâle, main tremblante tenant le bol de soupe. Les larmes silencieuses qui coulaient sur le visage incliné de Mia m'ont ramené à de vieux souvenirs. Je me souvenais clairement du jour où elle avait décidé de se marier. Notre famille à Prescott, nos parents conseillant, Mia, n'entre pas dans cette maison. Dolores est notoirement cruelle et manipulatrice. Les rumeurs disent qu'elle a rendu folle la précédente belle-fille. Mais Mia était résolue, les yeux brillants. Kevin, je crois en Steven. Si je vis bien et que j'endure, les choses changeront. Cette foi naïve maintenant brisée. Elle en avait payé le prix avec sa vie, sa santé, son esprit et l'avenir de Léo. J'ai réalisé que ma sœur avait déjà appris sa leçon de la manière la plus dure. Elle portait les conséquences les plus lourdes. Personne n'avait besoin d'ajouter des reproches. Je n'ai rien dit de plus, je me suis simplement levé et j'ai suggéré doucement, « Allez, ma sœur. Allons nettoyer Léo et nous reposer. Je vais préparer la chambre pour vous deux. Mettons tout de côté pour cette rare nuit tranquille. On verra demain. » Mia a hoché la tête en s'essuyant les larmes et a porté Léo jusqu'à la salle de bain. Je suis resté là, les regardant partir, le cœur lourd. La tempête à l'intérieur de moi ne s'était pas calmée, mais il était temps de prendre soin d'eux. Le chemin à parcourir était long, et je savais que la vraie bataille ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, Mia et Léo restèrent temporairement chez moi. Pendant la journée, les choses semblaient calmes, du moins en surface. Mia commença à nettoyer la maison et à préparer des repas simples avec les courses que j'achetais. Léo jouait tranquillement avec quelques vieux jouets que j'avais sortis du garage. Le garçon restait silencieux, mais au moins il n'était pas aussi renfermé que la première nuit. Je suis allé travailler comme d'habitude, menant des audits internes, mais mon esprit ne cessait de dériver vers elle. Le bureau à Phoenix était toujours étouffant avec des piles de paperasse et des collègues qui bavardaient, mais je ne faisais que hocher poliment la tête, le cœur plein d'inquiétude. Le soir, nous dînions ensemble, échangeant des banalités sur le temps du désert ou sur mon travail. Mia essayait de sourire, essayait d'agir normalement, mais je pouvais clairement voir la douleur qui la hantait encore. Mais chaque nuit, lorsque la maison devenait silencieuse, je restais éveillé, tourmenté, dormant sur le canapé. Depuis que j'avais cédé la chambre à la mère et au fils, je ne pouvais pas m'endormir. Les images de l'histoire de Mia se rejouaient dans mon esprit comme un film d'horreur sans fin. La villa de la famille Walker, autrefois appelée sa maison, apparaissait maintenant dans mes pensées comme une prison dorée. Dolores avec son faux sourire, Steven s'inclinant lâchement, et Mia, ma sœur, tourmentée jour après jour. Comment avait-elle enduré cela seule?
Pourquoi ne m'avait-elle pas appelé? Ces questions me rongeaient le cœur, me faisant me retourner et me retourner, transpirant abondamment même après avoir éteint le chauffage. Le sentiment initial d'impuissance, comme une pierre pesant sur moi, s'est progressivement transformé en résolution. Je ne pouvais pas prétendre que cela ne s'était jamais produit. Je ne pouvais pas laisser Dolores et Steven échapper à leurs responsabilités. Ils devaient payer pour ce qu'ils avaient fait à Mia et Léo. Je ne laisserai pas ma sœur souffrir en vain. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Alors que Mia nourrissait Léo à la cuillère, je parlais lentement, presque comme pour moi-même d'abord. Ma sœur, je ne pense pas que nous puissions laisser passer ça. Je vais les poursuivre en justice. Abus émotionnel, séquestration illégale, abandon de toi et de Léo. Ils ne peuvent pas tout nier. La vérité doit éclater. Mia leva les yeux, la cuillère se figeant en l'air. Ses yeux s'écarquillèrent de peur. Tu veux vraiment les poursuivre? Mais ils sont riches, Kevin. On ne peut pas gagner contre eux. J'ai serré sa main fermement, sentant le tremblement dans sa paume. Je sais, mais on ne peut pas rester silencieux pour toujours. Laisse-moi m'occuper du reste. Le jour même, j'ai intenté le procès et contacté un avocat que je connaissais par l'intermédiaire d'un collègue. Il n'était pas célèbre ni de premier plan, mais il était direct, dévoué, et ses honoraires étaient dans mes moyens. Nous avons convenu d'accuser les beaux-parents de Mia d'abus émotionnels, de séquestration illégale et d'abandon de la mère et de l'enfant. Dans mon esprit alors, j'avais une conviction simple, presque naïve. Le tribunal verrait la vérité. Comment pourrait-il en être autrement? Mia était la victime, et Léo, ce pauvre garçon, en était la preuve vivante. Les audiences se sont succédées, plus rapidement que je ne l'avais prévu. Le tribunal de district de Phoenix, des salles froides avec de vieux bancs en bois et une atmosphère tendue. Dès le début, les chances étaient largement contre nous, en faveur des riches beaux-parents. Ils ont engagé des avocats de premier plan, des professionnels chevronnés, des hommes en costume coûteux, parlant avec aisance comme de l'huile. Chaque argument de notre côté a été systématiquement démantelé. Mon avocat a essayé de présenter, les accusés contrôlaient la vie quotidienne de la plaignante, faisant d'elle une prisonnière dans sa propre maison. Mais l'avocat adverse a souri narquoisement, où sont les preuves? Ce n'est qu'un témoignage unilatéral. J'étais assis là, serrant la main de Mia, le cœur battant à tout rompre. Chaque audience ressemblait à une bataille, et nous perdions du terrain. Dolores est apparue au tribunal avec un comportement froid, comme une reine intouchable. Elle portait une élégante tenue noire, les cheveux relevés, les yeux nous balayant comme si nous étions des insectes. Avec ses avocats, elle a présenté une série de dossiers médicaux d'hôpitaux montrant que Mia avait été diagnostiquée avec une dépression postpartum. Elle avait suivi un traitement psychologique pour une crise tout en s'occupant de son fils handicapé intellectuel. L'avocat adverse a lu à voix haute, la voix dégoulinant d'une fausse sympathie. J'étais abasourdi. Mia avait mentionné avoir été forcée de voir des médecins, mais maintenant il l'utilisait contre elle. Mia était assise à côté de moi, les mains tremblantes, le visage pâle. Je n'étais pas déprimé, murmura-t-elle. Les beaux-parents ne se sont pas arrêtés là. Ils ont produit des SMS, des emails et des témoignages de domestiques. Les messages de Mia à Steven, je suis si fatigué. J'ai besoin de repos. Des emails à des amis, parfois, je veux juste partir pour avoir la paix. Des déclarations de domestiques, la maîtresse craquait souvent, souffrait d'insomnie, montrait des signes de panique. Ils ont dépeint une image de Mia comme étant instable, partant volontairement. Puis ils ont montré des images de caméras de sécurité, une vidéo de Mia portant Léo hors de la maison. Pas de lutte, pas de force. La famille ne l'a ni empêché ni expulsé, a affirmé l'avocat. La vidéo était claire, mais manquait de contexte. Mia est partie parce qu'elle a été mise à la porte, mais cela avait l'air volontaire. J'ai agrippé la chaise, les dents serrées. Quand Mia a été appelée à témoigner, mon cœur s'est serré. Elle s'est avancée à la barre, tremblante et troublée, les mains agrippées à la balustrade. L'avocat adverse l'a bombardé de questions pointues. Avez-vous déjà dit que vous vouliez partir? Étiez-vous déprimé? Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police tout de suite? Mia a bafouillé, son récit fragmenté et incohérent. J'étais contrôlé. Elle m'a mise à la porte. Mais sa voix était faible, les yeux baissés, pas assez convaincante. Le juge a froncé les sourcils, le jury a chuchoté.
Je voulais me précipiter pour l'aider, mais je ne pouvais que rester assis, impuissant. Mia est descendue, sanglotant dans mes bras. Je suis désolé, Kevin. Je n'ai pas pu le faire. Et Steven, le mari lâche, il se tenait dans la salle d'audience, ne niant ni ne défendant sa femme, silencieux devant chaque accusation, complètement soumis aux ordres de sa mère. Dolores était assise derrière, les yeux vifs, lui faisant signe. Steven a baissé la tête en bafouillant « Je ne sais rien ». Pas un mot pour protéger Mia, pas un regard pour Léo. Je l'ai regardé, rempli de mépris. Comment pouvait-il? C'était sa femme et son enfant. Le procès s'est prolongé, tendu comme un arc bandé. Finalement, le tribunal a rendu son verdict. Le juge l'a lu d'un ton égal. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour prouver que la plaignante a été expulsée. Les preuves suggèrent qu'elle est partie volontairement pendant une période d'instabilité mentale. Nous avons complètement perdu l'affaire. Pas de décision favorable pour Mia et Léo. Pas d'indemnisation, pas de droit de garde, rien. La salle d'audience est tombée dans le silence. Puis des murmures se sont élevés. Dolores a souri triomphalement. Steven a évité le contact visuel. Je suis resté debout, menant tranquillement Mia dehors, la main serrant fermement la sienne. Mon cœur pesait comme du plomb. La justice ne s'était pas rangée de notre côté, du moins pas cette fois. La vérité ne se protégerait pas si je ne trouvais pas un autre moyen. Devant le tribunal, le vent du désert soufflait glacial, mais la colère en moi brûlait plus fort que jamais. Le combat n'était pas terminé. Il n'avait subi que sa première défaite. Après la défaite au tribunal, la véritable terreur s'est finalement installée, comme un courant de fond, balayant tout ce que j'avais construit. Les factures ont commencé à arriver par vagues. Frais de justice, frais d'avocat, et toutes les dépenses diverses des longues audiences. Je me suis assis à la table de la cuisine, ouvrant chaque enveloppe, mon cœur se serrant aux chiffres. Les économies que j'avais accumulées pendant des années de quarts supplémentaires, de vacances d'été sautées, de renoncement à des achats inutiles, étaient maintenant presque épuisées. En quelques semaines, mon compte en banque est passé de 6 chiffres à 3, puis 2. J'ai fixé l'écran de l'ordinateur, les chiffres rouges criards, et je me suis demandé, que vais-je faire maintenant? Le bureau est resté le même, mais chaque jour, rentrer à la maison, c'était comme porter un fardeau invisible, pesant sur mes épaules jusqu'à ce qu'il soit difficile de respirer. En même temps, je devais couvrir toutes les dépenses de subsistance de Mia et Léo. Mon petit appartement me semblait maintenant exigu avec 3 personnes et les coûts ont grimpé en flèche. L'électricité, parce que le chauffage fonctionnait toute la nuit pour garder Léo au chaud. L'eau, parce que Mia se baignait tous les jours pour maintenir l'hygiène du garçon. L'essence, pour conduire Mia à des entretiens ou emmener Léo à des visites médicales régulières. Les courses, non plus de simples repas pour une personne, mais maintenant du lait spécial pour Léo, des légumes frais pour que Mia reprenne des forces, et d'innombrables petites choses. Les médicaments, des vêtements de rechange pour Mia puisqu'elle n'avait apporté que quelques tenues usées du refuge. Les dépenses s'accumulaient chaque jour comme un monstre dévoreur d'argent. J'ai dû resserrer mes dépenses, calculant chaque facture à la fin du mois. Assis à la table, mon carnet rempli de chiffres. Électricité $150, eau $80, courses $400, essence $100. J'ai supprimé les cafés du matin, les préparant à la maison à la place. À chaque passage à la caisse de l'épicerie, j'étais tendu, le cœur battant à tout rompre, espérant que ma carte ne serait pas refusée. Les petits plaisirs qui soulageaient autrefois le stress ont été progressivement éliminés, et la vie s'est réduite au travail, à la maison et à des soucis sans fin. Avant, les week-ends signifiaient pêcher au bord d'un lac près de Phoenix ou des films avec des amis. Maintenant non, la canne à pêche prenait la poussière dans le garage. J'ai décliné les invitations. Désolé, je suis occupé avec des affaires de famille. Au lieu de cela, les jours se sont fondus dans la monotonie. Se réveiller tôt pour préparer le petit déjeuner, jouer un peu avec Léo, puis se précipiter au bureau. Le soir, aider Mia à nettoyer, prendre soin de Léo. Tard le soir, faire le budget. La vie ressemblait à une boucle sans fin, sans échappatoire. Je me suis regardé dans le miroir, des cernes, une barbe naissante, et je me suis demandé, combien de temps puis-je tenir? La colère du tribunal couvait toujours, maintenant mêlée de peur, de manquer d'argent, que Mia et Léo souffrent davantage. Une fois que son état mental s'est un peu stabilisé, Mia n'a pas voulu rester un fardeau.
Elle a activement cherché un emploi pour contribuer, et j'étais vraiment fier d'elle pour ça. Mia a imprimé des CV, s'est habillée de ses vieux vêtements mais soigneusement repassés, et a tranquillement parcouru Phoenix. Avant de partir, elle m'a regardé et m'a dit doucement mais fermement, « Kevin, je trouverai quelque chose. » Pour la première fois depuis des lustres, j'ai vu une étincelle dans ses yeux, fragile mais pleine d'espoir. Mais la réalité était dure. Elle a fait face à des rejets constants en raison du manque d'expérience récente après des années en tant que femme au foyer, de longues interruptions d'emploi et de la prise en charge d'un enfant ayant des besoins spéciaux. Les employeurs ont secoué la tête. Désolé, nous avons besoin d'un temps plein sans engagement. Mia est rentrée à la maison, les épaules affaissées, mais a forcé un sourire. J'ai serré ailleurs deux mains. Je l'ai serrée dans mes bras, le cœur endolori. Elle avait été une étudiante exceptionnelle, maintenant elle repartait de zéro. Sans autre option, Mia a accepté des emplois manuels à temps partiel avec un salaire maigre et instable. Serveuse dans des fast-food, femme de ménage dans des épiceries, ou babysitter pour les voisins. L'écart de travail ne durait que quelques heures, payé à l'heure, $10, $12. Les gains disparaissaient rapidement dans les frais de subsistance et les soins de Léo. Mia rapportait à la maison sa monnaie durement gagnée, la comptant soigneusement avant de me la donner. « Tiens, Kevin, je veux aider un peu, mais cela ne faisait qu'effleurer le problème. » Elle dépensait en tickets de bus pour aller au travail, en médicaments quand Léo avait des crises de panique. Je la regardais trimer, rentrant avec les pieds enflés, et je ressentais une profonde tristesse. Mia a réduit ses dépenses personnelles à un degré déchirant. Elle portait les mêmes quelques vieilles tenues à plusieurs reprises, un chemisier délavé, un jean aux ourlets effilochés, pas de maquillage, pas de nouvelle coupe de cheveux, mangeant toujours moins pour économiser pour Léo et moi. Sa santé ne s'était pas complètement rétablie de sa dépression. Décharnée, pâle, souvent fatiguée. Je l'ai exhortée à manger plus. « Tu as besoin de force pour Léo. » Mais Mia a juste souri tristement. « Mon fils passe en premier. » Les nuits, elle restait éveillée avec des maux de tête, mais ne se plaignait jamais, sirotant seulement de l'eau en silence. Pendant ce temps, l'état de Léo devenait plus évident, ajoutant à la tension. Le garçon avait du mal à dormir, se réveillant souvent en sursaut la nuit. Facilement effrayé par les bruits forts, les voitures à l'extérieur, les portes qui claquent, ce qui le faisait crier et s'accrocher à sa mère. Il avait besoin d'une surveillance constante, ne pouvait pas être laissé seul, même brièvement. Les nuits à la maison étaient rarement ininterrompues. Je me suis réveillé plusieurs fois aux cris de Léo, puis aux paroles apaisantes de Mia. « C'est bon, mon chéri. Maman est là. » Léo avait besoin de visites de spécialistes, mais l'argent. Nous ne l'emmenions que dans des cliniques publiques, attendant des heures. Ses retards de développement ne montraient aucune amélioration. Toujours silencieux, les yeux lointains. J'ai joué avec lui, essayant des mots simples, mais Léo se contentait de fixer, sans réagir. J'ai essayé de prendre du travail supplémentaire quand c'était possible, mais le temps était fragmenté entre mon travail principal et les soins familiaux, les projets de bureau en heures supplémentaires. Je les ai pris, restant tard sous les néons froids, révisant des rapports. Les week-ends, audit indépendant pour de petites entreprises. Mais l'épuisement persistait comme un brouillard. Les yeux brûlants, la tête bourdonnante, les mains tremblant sur le volant en rentrant. « Tiens bon, me disais-je. » Mais parfois, au milieu d'un quart de travail, je m'arrêtais, haletant, me sentant sur le point de m'effondrer. Certains soirs, nous nous asseyions tous les trois en silence dans la cuisine calme, personne ne parlant, chacun portant ses propres soucis. Une faible lumière jaune sur la table simple, une soupe froide, du pain sec. Mia regardant Léo, anxieuse pour son avenir. Léo assis tranquillement, jouant avec une cuillère. Moi, fixant les factures empilées, redoutant le mois prochain. L'air lourd comme une bombe à retardement. J'avais l'impression qu'un incident de plus, Léo gravement malade, une panne de voiture, une perte d'emploi, et tout s'effondrerait. Nous évitions le contact visuel. Évitions de parler du tribunal ou de l'avenir. Juste le silence, déglutissant difficilement. La pression mentale et financière s'accumulait sur nous trois dans la petite maison. Certaines nuits, je m'asseyais seul dans le salon après que Mia et Léo se soient endormis, submergés par l'impasse. Les efforts semblaient seulement suffisants pour survivre au jour le jour. Pas de progrès, pas d'espoir. J'ai regardé par la fenêtre le désert de l'Arizona noir comme de l'encre, le vent hurlant,
et je me suis demandé, ai-je eu tort? Poursuivre en justice et me retrouver épuisé comme ça? Des larmes ont coulé. Pour la première fois, j'ai pleuré d'impuissance. Mia et Léo méritaient mieux. Je ne pouvais pas les laisser souffrir pour toujours. J'ai réalisé que si nous continuions ainsi, nous serions bientôt complètement à sec. Pour la première fois, j'ai accepté que je ne pouvais pas tout porter seul. Je n'étais pas un super-héros, juste un frère ordinaire. Après beaucoup d'hésitations, de nuits blanches à peser les options, j'ai pensé à nos parents, les seules personnes qui pouvaient encore nous aider. Ils vivaient à Prescott, à quelques heures de route de Phoenix. J'avais essayé de garder le secret pour leur épargner des soucis, mais je n'avais plus le choix maintenant. J'ai décidé qu'il était temps de rentrer, de dire toute la vérité que j'avais gardée pour moi. Demain matin, je prendrais la route, mais mon cœur battait la chamade. Comment réagirait-il? Et y avait-il un indice du passé qui pourrait renverser la situation? Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, alors que le soleil n'avait pas encore pointé le bout de son nez sur les montagnes du désert. La maison était complètement silencieuse. Mia et Léo dormaient encore profondément dans la chambre, leur respiration régulière comme s'ils ignoraient les tempêtes à venir. Je me suis préparé un café noir fort et je me suis assis à la table de la cuisine, regardant tranquillement par la fenêtre où l'obscurité cédait lentement la place à une pâle aube rose. Mon cœur battait la chamade, comme le sentiment avant un rendez-vous important et inévitable. Je ne pouvais me résoudre à réveiller Mia. Elle avait besoin de repos après des jours d'épuisement, alors j'ai discrètement laissé une note sur la table. Je vais à Prescott voir papa et maman. Je serai bientôt de retour. Je vous aime, toi et Léo. Puis j'ai attrapé ma veste, j'ai fermé doucement la porte, emportant avec moi les mots que je n'avais pas encore dits. Je me suis glissé dans le garage et j'ai démarré la voiture. Le moteur a ronronné doucement alors que je sortais de Phoenix. La route familière, l'autoroute 17, serpentant à travers le désert, passant devant des cactus saguaro et des collines de roches rouges, mais mon humeur aujourd'hui était plus lourde que jamais. À chaque kilomètre, je répétais ce que j'allais dire. Papa et maman seraient choqués. Ils adoraient Mia, et je leur avais tout caché, pensant que je pouvais tout gérer seul. Et maintenant? Nous étions à sec, et j'avais besoin d'aide. Le vent du désert hurlait à travers les fenêtres, transportant l'odeur sèche de la poussière. J'ai allumé la radio, mais la musique country ne faisait que m'agiter davantage. Les souvenirs ont afflué. Les voyages d'enfance à Prescott. Toute la famille entassée dans la vieille voiture, riant tout le long du chemin, papa conduisant, maman chantant avec la radio, Mia et moi nous disputant les collations. Maintenant, seul sur la route, je ressentais une solitude inhabituelle. Prescott est apparu progressivement avec ses petites rues, ses pins verts et son air plus frais que celui de Phoenix. La vieille maison de mes parents à la périphérie, une maison en bois de 2 étages avec un petit potager et une clôture blanche. Je me suis garé devant, le cœur battant. Papa et maman, Frank et Patricia Walker, prenaient probablement leur café du matin comme toujours. J'ai frappé et papa a ouvert la porte, les yeux écarquillés de surprise. « Kevin, mon fils, qu'est-ce qui t'amène ici si soudainement? Tu n'as pas appelé ?» Il portait sa vieille chemise à carreaux, les cheveux plus gris que la dernière fois. Maman s'est précipitée de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier, me serrant fort dans ses bras. « Mon chéri, entre. Je vais te faire un café. » Ils m'ont accueilli avec une surprise mêlée de joie. Mais après quelques brèves questions, « Comment va le travail? Tu as l'air fatigué ?» Ils ont senti quelque chose de sérieux. Mon visage devait me trahir. Des cernes, un sourire forcé. Nous nous sommes assis dans le salon, entourés de photos de famille sur les murs, et j'ai pris une profonde inspiration avant de commencer. Je leur ai tout raconté, du début à la fin, sans rien omettre. En commençant par le message de Nathalie, comment j'avais trouvé Mia et Léo au refuge, décharnés, blottis au milieu de la foule fatiguée. Elle a été mise à la porte de la maison de son mari, papa et maman. Avec Léo si jeune, ma voix tremblait en décrivant la scène, l'odeur de désinfectant et de nourriture froide me hantant encore. Puis la vie chez moi, Mia racontant ses années infernales avec le faible Steven et la cruelle Dolores. Elle contrôlait tout, a fait de Mia une femme de chambre, a même fait venir une maîtresse à la maison et a mis Mia à la porte quand la femme est tombée enceinte. Papa et maman sont restés figés, les visages pâlissants. J'ai continué avec le procès, les audiences tendues, les preuves déformées, Mia tremblant à la barre,
Steven silencieux comme un lâche. Nous avons perdu l'affaire, papa et maman. Le tribunal a jugé que Mia était partie volontairement en raison d'une instabilité mentale. Et enfin, notre épuisement. Économies épuisées, coûts croissants, le travail manuel de Mia, les nuits blanches de Léo. Je ne peux plus tout porter. Nous avons besoin d'aide. En entendant tout cela, papa et maman n'ont pu cacher leur chagrin et leur regret. Maman a pleuré, la main sur la bouche, les larmes coulant sur ses joues ridées. Mia, comment a-t-elle enduré seule? Je m'en doutais depuis le début. Mais pourquoi n'étions-nous pas là plus tôt? Elle s'est blâmée, la voix étranglée. Papa est resté silencieux un moment, le visage rouge de colère, puis a réconforté maman. Si, Franck, nous devons faire quelque chose. Mia est notre fille, Léo, notre petit-fils. Il souffrait pour la souffrance silencieuse de Mia, des années d'isolement et de tourments, et se blâmait. Papa a secoué la tête. Nous aurions dû intervenir plus tôt. Quand Mia s'est mariée, nous avons entendu des rumeurs sur Dolores, mais nous pensions qu'elle s'en sortirait. Le salon semblait lourd, l'horloge faisant tic-tac, étirant le temps. Je suis resté assis là, le cœur plus léger d'avoir parlé, mais toujours anxieux, attendant leur réponse. Sans hésitation, papa et maman ont dit qu'ils étaient prêts à aider financièrement pour que je puisse continuer à soutenir Mia et Léo dans cette épreuve. Papa m'a tapoté l'épaule. Mon fils, nous avons des économies. Nous sommes vieux. Nous n'utiliserons pas tout. Dépense-le pour Mia et Léo. Maman a hoché la tête. Je vais le transférer tout de suite, et si nécessaire, ils peuvent rester ici temporairement. Mon cœur s'est réchauffé comme si un poids avait été partiellement levé. Ils ne m'ont pas blâmé de l'avoir caché, ils ne se sont inquiétés que pour ma sœur. Nous avons discuté des détails, du montant de l'argent, de la manière de l'envoyer, des plans pour les soins de Léo. Papa a suggéré d'amener le garçon à Prescott pour un médecin familier. Maman a proposé de cuisiner et d'envoyer de la nourriture à Phoenix. Pour la première fois depuis des lustres, j'ai ressenti de l'espoir. Je ne portais plus tout seul. Après une longue pause, papa a soudainement mentionné une vieille histoire qu'il n'avait jamais partagée auparavant, liée aux beaux-parents de Mia. Nous sirotions un café, l'atmosphère se détendant, quand il a posé sa tasse, le visage sérieux. Kevin, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit sur la famille Walker. Mon cœur s'est emballé, pressentant que quelque chose d'important allait arriver. Papa a soupiré, regardant les pains qui se balançaient. Il y a des années, cette famille a été impliquée dans un grave scandale juridique, poursuivie pour fraude et détournement d'actifs dans des affaires commerciales. Papa a parlé lentement, déterrant de vieux souvenirs. La Walker Company, une société immobilière et d'investissement, avait été accusée d'escroquer des clients. Ils promettaient des rendements élevés, utilisaient des contrats vagues, puis saisissaient l'argent lors de litiges. Un groupe de clients a intenté une action en justice pour obtenir une importante indemnisation. L'affaire n'a jamais abouti à une conclusion publique car ils ont réglé l'affaire avec une somme énorme, payant les plaignants par des accords à l'amiable, enterrant toute l'affaire jusqu'à ce qu'elle tombe dans l'oubli. Les médias en ont peu parlé. Ils avaient des relations. Les cercles d'affaires ont chuchoté puis se sont tus. Franck a dit qu'il le savait par de vieux contacts dans l'industrie. Il avait conduit des camions pour de grandes entreprises, connaissait beaucoup de gens. J'ai entendu ça d'un vieil ami au tribunal du comté, mais je suis resté silencieux. L'affaire était classée. Il ne restait aucune preuve claire. Et je ne voulais pas affecter le mariage de Mia avant qu'il ne commence. Elle aimait Steven. Je craignais que cela ne gâche son bonheur. Papa m'a regardé, les yeux pleins de regret. Maintenant, je le regrette. Si j'avais parlé, peut-être que Mia n'aurait pas souffert comme ça. J'étais abasourdi, comme si j'avais été frappé par la foudre. Réalisant que les beaux-parents de Mia n'étaient pas seulement cruels personnellement, tourmentant ma sœur, abandonnant Léo, mais qu'ils avaient un passé juridique et éthique douteux. Dolores n'était pas seulement une belle-mère vicieuse. C'était une manipulatrice utilisant l'argent pour couvrir des crimes. Steven le savait sûrement, mais est resté silencieux comme toujours. Mon esprit a tourné. Ce vieux scandale expliquait pourquoi ils avaient si facilement déformé les preuves au tribunal. Ils étaient habitués à régler les problèmes avec de l'argent, à cacher la vérité. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce secret pourrait être la pièce manquante. Une clé assez forte pour renverser la situation et obtenir justice pour ma sœur. Mon cœur s'est emballé,
L'espoir vacillant dans l'obscurité. Papa, y a-t-il encore des archives? Puis-je les consulter? Papa a hoché la tête. Probablement à l'ancien tribunal du comté. Je vais aider à contacter mon ami. Nous avons parlé davantage, planifiant. J'allais creuser plus profondément, trouver des preuves. Maman écoutait, inquiète. Sois prudent, mon fils. Ils sont dangereux. Mais je n'avais pas peur. C'était une chance. De leur passé trouble, je les démasquerais. Sur le chemin du retour à Phoenix cet après-midi-là, la nuit était tombée, mais mon cœur était plus léger. La route familière portait maintenant un nouvel espoir. J'ai appelé Mia. Ma sœur, j'ai de bonnes nouvelles. Papa et maman nous aident, et j'ai une piste sur les Walker. Sa voix tremblait. Vraiment, Kevin? Je pensais que nous n'avions plus d'options. J'avais si peur. Peur que peu importe nos efforts, rien ne changerait. Mais si papa et maman sont avec nous, si tu trouves cette piste, peut-être que cette fois, ce sera différent. Je l'ai informé, et pour la première fois, nous avons ri sincèrement. Mais l'anticipation demeurait. Le vieux scandale était-il assez fort pour tout changer? J'allais le découvrir. Le combat entrait dans une nouvelle phase, pleine de drames et de surprises. De retour à Phoenix, il était déjà tard dans la nuit, mais mon esprit refusait de se reposer. Je me suis assis à la table de la cuisine, l'écran de l'ordinateur portable brillant sous la faible lumière jaune. Mia et Léo s'étaient couchés. La maison était silencieuse, à l'exception du vent du désert qui hurlait à l'extérieur de la fenêtre. Papa m'avait donné quelques détails. Le procès d'il y a plus de 10 ans impliquant la société de la famille Walker, accusée de fraude et de détournement d'actifs. Papa avait dit que la société s'appelait Walker Investment, à l'époque, poursuivie par un groupe de clients réclamant une importante indemnisation, mais l'affaire avait été réglée à l'amiable. J'ai pris une profonde inspiration, les mains tremblant légèrement en tapant dans la barre de recherche. C'était le début, rassemblant des preuves dans l'ombre, discrètement. Mon cœur battait la chamade, comme si je me faufilais dans l'antre de l'ennemi. Si papa avait raison, cela pourrait être la bombe qui ferait tout exploser. J'ai commencé par les pistes de papa, à la recherche de l'ancien procès civil impliquant la société des beaux-parents de Mia. L'Arizona dispose d'un système judiciaire en ligne. Je m'en souvenais vaguement de mes audits internes au travail. J'ai tapé « E-Access Arizona Judicial Branch », le site officiel permettant d'accéder aux archives judiciaires en ligne. C'est gratuit pour les affaires civiles et pénales à partir de 2010, bien que parfois l'inscription ou des frais soient nécessaires pour obtenir des copies complètes. J'ai rapidement créé un compte et j'ai entré le nom de la société, Walker Investment Losui Arizona. Les résultats se chargeaient lentement, mettant ma patience à l'épreuve. Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu une affaire de 2012. Les plaignants étaient un groupe de 5 personnes accusant de fraude dans des offres d'investissement immobilier. J'ai cliqué sur le dossier. L'affaire était au tribunal supérieur du comté de Maricopa, qui couvre Phoenix. J'ai trouvé les archives de l'affaire au tribunal du comté montrant clairement que le procès avait été réglé à l'amiable sans jugement final, mais accompagné d'un important accord de règlement financier. Les documents détaillaient que les plaignants réclamaient 1,5 million de dollars pour avoir été trompés en signant des contrats promettant des rendements annuels de 20%, mais la société avait retenu les fonds et refusé les remboursements lors de litiges. Pas de procès public, juste une ordonnance du tribunal notant, réglé à l'amiable, avec un montant de règlement non divulgué, mais d'après les notes, estimé à plus de 800 000 dollars. J'ai imprimé le document, serrant fermement le papier. C'était la première preuve. Ils avaient utilisé l'argent pour faire taire les gens, couvrir leurs erreurs. Mais pourquoi opéraient-ils encore? J'ai creusé plus profondément, me sentant comme un détective dans un film, transpirant malgré la fraîcheur de la pièce. En suivant les registres commerciaux, je suis passé au site web de la Commission des sociétés de l'Arizona, qui stocke toutes les informations sur les entreprises enregistrées dans l'État. La recherche de Walker Investment a révélé l'historique. La société poursuivie a changé de forme juridique peu après le règlement en 2014 pour devenir Elite Capital Partners LLC. La direction est restée la même, Dolores Walker en tant que présidente, Steven en tant que vice-président. Ils ont simplement changé la coquille, gardé le noyau, continuant leurs opérations sous un nouveau nom, mais avec les mêmes dirigeants. J'ai téléchargé les documents d'enregistrement, notant que le siège social était toujours à Phoenix, à quelques pâtés de maison de leur villa. La colère bouillait en moi.
Il pensait qu'un changement de nom effacerait le passé. Pas question. C'était un lien clair, un fil rouge du passé au présent. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai obtenu des contrats actuels de la nouvelle société et j'ai remarqué les mêmes clauses vagues que dans l'ancien procès. Pour obtenir des contrats, j'ai dû être malin. Je ne pouvais pas appeler directement, risquant d'éveiller les soupçons. Je me suis fait passer pour un investisseur potentiel, j'ai créé une nouvelle adresse email et j'ai contacté la société via le site web d'Elite Capital Partners. Ils ont envoyé des exemples de contrats vantant des investissements sûrs avec des rendements élevés. J'ai lu attentivement, le cœur battant à tout rompre. Les contrats montraient que la société vendait des offres d'investissement avec des rendements et des remboursements promis, mais dissimulait des clauses défavorables pour imposer des frais et retenir l'argent des clients lors de litiges. Par exemple, des rendements annuels de 15 à 25% promis, mais avec des frais de gestion flexibles pouvant atteindre 10%. De plus, des clauses de règlement des litiges favorisant la société, limitant les droits des clients à intenter une action en justice. En cas de litige, tout l'argent investi était retenu pour enquête sans engagement de remboursement. En comparant avec les archives de l'ancien procès, j'ai vu qu'ils avaient utilisé des clauses presque identiques pour retenir l'argent des clients, puis l'avaient appelé différemment, frais de traitement des litiges. La structure du contrat était presque identique, juste reformulée pour éviter d'être détecté. L'excitation montait, comme si j'assemblais un puzzle dont la dernière pièce émergeait. J'ai contacté certains clients actuels en litige, rassemblant des emails, des factures et confirmant les plaintes pour dommages. Comment les trouver? J'ai cherché sur des forums comme Reddit et le Better Business Bureau, en tapant « Elite Capital Partners complaint Arizona ». Les résultats ont montré quelques publications de clients mécontents. Je leur ai envoyé un message privé, me présentant comme une connaissance d'une victime similaire, promettant l'anonymat. Bientôt, 3 ont répondu. Un homme âgé à la retraite qui avait perdu près de 50 000 $, les économies de toute une vie. Un jeune couple de jeunes mariés qui avaient perdu leur modeste acompte pour une maison. Ils ont envoyé des emails numérisés, des factures d'investissement, des contrats et des lettres de refus citant des violations de clauses. Il était clair que les promesses initiales étaient une chose, mais la gestion ultérieure complètement différente, causant un préjudice financier indéniable. L'homme âgé a ajouté amèrement, « Ils ont dit que si je n'avais pas de rendement, le remboursement serait complet, mais quand j'ai exigé, ils ont déduit toutes sortes de frais, il ne restait presque plus rien. J'ai tout sauvegardé, organisant dans un dossier dédié. » À l'intérieur, un étrange sentiment, l'excitation d'avoir ce dont j'avais besoin, la colère de voir combien était tombé dans le même piège que ma sœur. En plaçant les nouveaux contrats à côté des archives de l'ancien procès, j'ai immédiatement repéré des anomalies, des structures de clauses presque identiques. J'ai tout imprimé, étalé sur la table de la cuisine, comparant ligne par ligne. Dans l'ancien cas, des « frais de traitement des litiges » de 15%. Dans les nouveaux contrats, renommés « frais d'enquête interne » allant de 12 à 18%. Même essence, nom différent. Les promesses inchangées, rendements élevés, faible risque, trop beau pour être vrai. Je me suis souvenu des tactiques d'escroquerie à l'investissement, attirées avec des promesses, puis des frais vagues, des clauses pour retenir l'argent en cas de litige. À ce moment-là, c'était clair comme de l'eau de roche. Pas des cas isolés, mais un schéma répétitif. Même méthode, mêmes astuces, juste un nouvel emballage. La chaîne de preuves était assez solide pour prouver une fraude continue. Plus de suspicion. Mon cœur s'est emballé, comme si je tenais quelque chose d'énorme. Mais après l'excitation est venue la froide sobriété. Je savais que je devais être extrêmement prudent. S'ils découvraient que je fouillais dans leur passé, ils riposteraient sûrement. En même temps, j'ai rassemblé tous les documents juridiques liés au mariage de Mia, y compris les papiers, les emails et les messages qu'elle avait réussi à conserver. Après son départ, Mia m'avait donné une vieille boîte, certificat de mariage, dossiers médicaux de Léo, emails imprimés. Parmi eux, une chaîne de mails et de messages qui m'a glacé le sang. Un email de Mia à Steven, « Chérie, je veux un travail à temps partiel. Léo a besoin de visites de spécialistes. » Mais la réponse n'était pas de Steven. Il l'avait transférée à sa mère. La réponse de Dolores, courte, froide, pas besoin. Reste à la maison et occupe-toi de l'enfant. Nous pouvons nous le permettre. Sur WhatsApp, Mia a supplié à plusieurs reprises d'emmener Léo chez les médecins. Toujours des retards. Attends la semaine prochaine, puis, pas de précipitation.
Les promesses se sont étirées de semaine en mois. En voyant cette chaîne, j'ai compris clairement. Ce n'était pas une dépression nerveuse naturelle comme il l'avait prétendu. Mia n'avait aucun droit de décision, aucune autorisation de travail, même le droit d'emmener son enfant à des rendez-vous nécessaires lui était refusé. Un contrôle intentionnel. Une cage invisible construite avec des mots apparemment inoffensifs, assez pour étouffer une personne. J'ai décidé de pousser l'enquête plus loin. Pour prouver le contrôle, j'avais besoin de quelqu'un de l'intérieur de la maison, un témoin non familial. Mia se souvenait clairement d'une ancienne femme de chambre, Maria Lopez, qui avait travaillé pour les Walker pendant près de 2 ans avant de démissionner soudainement. À partir du nom, j'ai commencé simplement. Après avoir cherché sur les réseaux sociaux et les sites d'emploi, j'ai trouvé un profil correspondant, un historique d'emploi et une localisation qui correspondaient parfaitement. J'ai envoyé un bref message, me présentant comme le frère de Mia, voulant poser des questions sur son temps de travail là-bas. Maria a répondu après une longue pause, acceptant de se rencontrer dans un petit café de banlieue à condition de discrétion. Lorsque nous nous sommes rencontrés, elle n'arrêtait pas de regarder autour d'elle, la voix basse et anxieuse. Maria a dit qu'elle avait toujours eu de la peine pour Mia. Selon elle, Dolores contrôlait chaque activité de la maison, les horaires, les sorties, les appels téléphoniques. Mia devait rendre compte de chaque petite chose, faisait le ménage de l'aube au crépuscule avec presque aucune autonomie. Maria a confirmé que Mia n'était pas libre d'emmener l'enfant dehors ou à des rendez-vous sans permission, et que l'isolement a duré des années, pas des mois, comme les beaux-parents l'avaient prétendu au tribunal. Avec le consentement de Maria, j'ai enregistré toute la conversation et je lui ai fait écrire une déclaration manuscrite signée pour confirmer ce dont elle avait été témoin. Plus de témoignage unilatéral, une déclaration de quelqu'un qui avait vécu et travaillé dans cette même maison. Pour la première fois, je savais que j'avais un témoin assez fort pour briser le faux récit que les beaux-parents avaient utilisé pour tromper le tribunal. J'ai compilé tous les documents, les organisant clairement, les plaçant ensemble. Tout formait une image complète, une vieille affaire réglée avec de l'argent, des années de dissimulation et de contrôle, et la façon dont cette famille avait déformé l'histoire lors du procès précédent. J'ai passé des heures au bureau, feuilletant des pages, les triant dans des dossiers. Le procès de 2012, les contrats de la nouvelle société, les preuves de Mia et la déclaration de Maria. Chaque dossier était une pièce placée au bon endroit, ils disaient tous la même vérité. En voyant l'image complète émerger, j'ai réalisé que ce n'était plus des détails dispersés, mais un schéma de comportement cohérent, assez fort pour remettre en question l'honnêteté des beaux-parents. Ils n'étaient pas seulement cruels envers Mia. Ils étaient des escrocs systématiques utilisant l'argent et le pouvoir pour se couvrir. Pour la première fois depuis la défaite, j'ai senti que je tenais quelque chose de vraiment solide, une base assez claire pour la prochaine contre-attaque. Cette nuit-là, après avoir organisé la pile de documents, je me suis assis seul à la table de la cuisine, fixant l'épais dossier devant moi. La faible lumière du néon éclairait les pages densément imprimées, des contrats vagues, des emails de plainte, la déclaration de Maria et les archives du procès de l'ancien tribunal du comté. Mon cœur battait toujours la chamade, non pas de fatigue, mais d'un mélange d'excitation et d'anxiété. Ce n'était plus un combat émotionnel. C'était des preuves. Une vérité froide et dure qui pouvait renverser la situation. Mais je savais que gagner exigeait de la stratégie. Le lendemain matin, j'ai emporté tout le dossier chez un nouvel avocat. Pas la vieille connaissance qui avait perdu l'affaire précédente, mais un avocat plus expérimenté spécialisé dans la fraude commerciale et la violence domestique. Je l'ai trouvé grâce à l'introduction de papa, un vieux contact dans les cercles juridiques de Phoenix. Le bureau de l'avocat se trouvait en centre-ville, un immeuble de verre moderne à l'atmosphère froide et professionnelle. Monsieur James Arlon, environ 50 ans, cheveux poivre et sel, yeux vifs derrière des lunettes à monture dorée, m'a écouté pendant que je présentais mon cas. J'ai étalé les documents sur la table et j'ai expliqué depuis le début, le procès de 2012, comment la société avait changé de nom pour couvrir un nouveau schéma de fraude répétitive dans les contrats, et le lien avec la façon dont il contrôlait Mia. C'est un schéma, monsieur. Pas seulement un abus émotionnel. Ils sont engagés dans une fraude systématique. Nous pouvons les poursuivre à nouveau, cette fois avec des preuves concrètes. Monsieur Arlon a hoché lentement la tête, feuilletant les dossiers, les yeux s'illuminant. Vous avez quelque chose de solide ici, Kevin. L'ancienne affaire a été réglée à l'amiable. C'est une faiblesse. Si nous prouvons une fraude continue, le tribunal devra tout reconsidérer. Mais soyez prudent.
Ils sont riches et ils riposteront durement. Nous avons discuté pendant des heures du plan de dépôt, des témoins, du calendrier. Il a accepté de prendre l'affaire, les honoraires étant flexibles en raison du potentiel. En quittant le bureau, j'avais l'impression de porter une arme chargée. Mais avant de déposer officiellement la plainte, j'ai décidé de prendre un risque. Confronter directement Dolores et Steven, en apportant l'épais dossier comme un dernier avertissement. Non pas pour négocier, mais pour voir leur réaction de première main, pour confirmer qu'ils avaient peur. Je n'ai pas parlé du plan à Mia. Elle s'inquiéterait, me déconseillerait de prendre le risque, mais je devais les affronter. Après des mois d'endurance, je voulais les voir trembler. J'ai appelé Steven d'un numéro masqué, me faisant passer pour un contact professionnel, organisant une réunion à la villa. Affaire importante de l'entreprise, ai-je dit. Il a accepté, la voix hésitante. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'aux riches banlieues de Phoenix, où la villa des Walker se dressait derrière de hautes clôtures en fer et des portails automatiques. Mon cœur battait la chamade alors que je me garais, les mains agrippées à la mallette contenant le dossier. Le vent du désert soufflait chaud, transportant des odeurs d'herbes sèches et de poussière, mais je ne sentais rien au-delà de la colère qui bouillonnait. Le portail s'est ouvert et je suis entré pour la première fois depuis le mariage de Mia, mais maintenant non pas en tant qu'invité, mais en tant qu'ennemi. Dolores m'a reçu dans le vaste salon au sol de marbre poli et aux meubles coûteux. Elle portait une tenue en soie noire, les cheveux relevés, assise sur le canapé en cuir comme une reine. Steven était assis à côté d'elle, le visage pâle, évitant mes yeux dès le début. La pièce semblait lourde, un parfum cher mêlé au froid de la climatisation. Dolores m'a regardé avec dédain et mépris, les lèvres retroussées. « Kevin Walker, pourquoi es-tu ici ? La dernière défaite en justice ne t'a rien appris ?» Elle a fait référence à la défaite précédente comme preuve que je perdais mon temps pour une sœur qu'elle jugeait sans valeur. « Vous êtes comme Mia, faible, inadaptée à cette famille. Vous devriez être reconnaissant que nous lui ayons donné une chance. » Steven était assis à côté d'elle, la tête baissée, fixant le sol, évitant mon regard. Il n'a rien dit pour contredire ou défendre son ex-femme. Son silence était lourd et lâche, comme un chien enchaîné. Je l'ai regardé, rempli de mépris. L'homme qui avait juré d'aimer Mia pour toujours, maintenant assis comme une statue. J'ai réprimé ma colère, je me suis assis en face d'eux, la voix calme mais tranchante. Je suis ici pour vous confronter sur les années où Mia a été contrôlée, exploitée et impitoyablement mise à la porte. Vous et votre fils avez fait de ma sœur une prisonnière dans cette maison. Comment avez-vous pu traiter un être humain comme ça sans remords ? J'ai détaillé tout. De forcer Mia à faire le ménage, à interdire les sorties, à faire venir Carla et à expulser la mère et l'enfant. Ma voix tremblait, mais pas de faiblesse. C'était une exigence de justice. Dolores a laissé échapper un rire sec. Le son a résonné dans la vaste pièce comme du métal qui gratte. Ses yeux m'ont lentement balayé de la tête aux pieds, s'attardant sur mon costume simple et mes chaussures usées. Le regard de quelqu'un qui mesure un inférieur. Elle a souri narquoisement. Remords pourquoi ? Mia a toujours été faible. Elle n'a pas pu supporter la pression d'une famille riche. Sa dépression était inévitable. Pas de notre faute. Elle a incliné la tête, la voix baissant dans une fausse pitié. Elle n'a pas pu s'adapter. Nous lui avons donné une chance, mais elle n'en était pas digne. Chaque mot était comme une lame, mais je n'ai pas détourné le regard. Dolores a continué à creuser plus profondément, me rabaissant, moi et ma famille, comme si c'était une habitude. Toi et ta famille de cette petite ville, Prescott, vous ne connaissez que le travail manuel. Que comprenez-vous de ce monde, ricana-t-elle. Mia a eu de la chance d'entrer dans cette maison, mais elle n'a pas su en profiter. Puis elle s'est tournée vers mes parents, la voix dégoulinant de mépris. Tes parents, un chauffeur de camion et une infirmière, qu'ont-ils appris à leur fille pour qu'elle rêve de manière si irréaliste ? Elle aurait dû connaître sa place dès le début. J'ai serré les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans ma peau, mais j'ai gardé une voix froidement calme. Pendant toute l'insulte, Steven a simplement baissé la tête. Pas de réfutation, pas de défense. Son silence était terriblement lourd. Je me suis tourné vers lui, la voix basse mais tranchante comme un couteau. Combien de temps resteras-tu silencieux, Steven ? C'était ta femme et ton enfant. Il n'a pas répondu. Son évitement disait tout. Il savait et il avait choisi le côté de sa mère, l'argent et le pouvoir.
Je n'ai pas argumenté davantage, j'ai simplement déclaré clairement, chaque mot comme un marteau. Je poursuivrai cette affaire jusqu'au bout. Cette fois avec de vraies preuves. Vous ne le dissimulerez plus. Dolores a ri à nouveau, de manière provocante. Voyons ce que tu peux faire. Nous avons gagné une fois et nous gagnerons à nouveau. Je n'ai rien dit de plus. J'ai simplement posé l'épais dossier sur la table. La première page visible, les archives du procès de 2012, Walker Investment, en gras. En dessous, les nouveaux contrats d'Elite Capital, puis la liste des plaintes des clients. Le visage de Dolores a changé instantanément. Le sourire a disparu. Elle a feuilleté les pages, les mains visiblement tremblantes. Qu'est-ce que c'est? Comment as-tu eu ça? Sa voix s'est précipitée. Il doit y avoir un malentendu. Nous pouvons parler en privé. Pas besoin d'en faire toute une histoire. Elle s'est tournée vers l'offre du retour de Mia, promettant de s'occuper de Léo. Voix faussement douce. Steven a finalement levé les yeux. Pour la première fois, il a croisé mon regard, plein de peur. Je savais qu'ils avaient peur. Peur du passé exposé. Peur de l'effondrement de l'entreprise. Je me suis levé, la voix résolue. Trop tard. Vous répondrez au tribunal. Je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, Dolores a crié des mots venimeux. Steven est resté totalement silencieux. En sortant du portail, le vent du désert m'a fouetté le visage. Mais cette fois, je me sentais plus léger que jamais. À partir de ce moment, je savais que le combat était entré dans une phase irréversible, et je n'arrêterais pas. Sur le chemin du retour, mon esprit était encore sous le choc de ce qui s'était passé. Le visage de Dolores en voyant le dossier est passé d'un dédain familier à une panique en quelques secondes. Steven debout là, la tête baissée, comme quelqu'un conscient de sa culpabilité, mais ne l'affrontant jamais. J'ai immédiatement contacté l'avocat Arlon, le poussant à déposer la nouvelle plainte. Rien qu'à leur réaction, il a compris que les adversaires vacillaient, qu'ils n'avaient plus l'initiative. Quand je suis rentré et que j'ai tout raconté à Mia, elle a fondu en larmes d'émotion. Pour la première fois depuis des lustres, j'ai vu dans ses yeux non seulement de la peur, mais la conviction que la justice pourrait vraiment les atteindre. Pourtant, l'anticipation pesait lourdement sur moi. Le procès à venir serait sûrement plus féroce que tout ce que nous avions affronté. Cette nuit-là, je suis resté longtemps éveillé, pensant au chemin à parcourir. La confrontation n'était pas seulement un avertissement. C'était la mèche pour la tempête qui se préparait. Dans les jours qui ont suivi la confrontation à la Villa Walker, M. Arlon et moi avons travaillé sans relâche. Nous avons officiellement déposé une nouvelle plainte au tribunal de district de Phoenix. Cette fois, basée sur une chaîne de preuves concrètes concernant la fraude systématique de la société familiale des beaux-parents de Mia. Plus d'accusations vagues. Nous avions les archives du procès de 2012, la preuve du changement de nom de la société pour couvrir de nouveaux contrats vagues répétant le schéma frauduleux, et des déclarations de clients lésés. En même temps, nous avons resoumis les preuves relatives au contrôle et aux abus subis par Mia. Des emails, des messages, le témoignage de Maria, l'ancienne femme de chambre, et des relevés d'activité prouvant qu'elle était confinée et exploitée comme une esclave. Arlon a déposé le dossier avec confiance. Cette fois, nous avons de vraies munitions, Kevin. Pas seulement de la violence domestique. C'est une fraude organisée impliquant plusieurs victimes. Le tribunal devra y prêter attention. Je me tenais à côté de lui, le cœur battant à tout rompre en regardant le tampon du tribunal sur les papiers. C'était le tournant. Pas de retour en arrière. En attendant la date du procès, la pression montait. Je suis rentré à la maison pour trouver Mia blottie sur le canapé, tenant un Léo endormi. Elle avait l'air plus épuisée que jamais. Des cernes dues à des nuits blanches. Mia a murmuré alors que je lui parlais du dépôt de la plainte. La dernière fois à la barre, j'étais si nerveuse que je ne pouvais pas parler correctement. Maintenant, les affronter à nouveau. Je me suis assis à côté d'elle, lui serrant la main. Tu n'es plus seule, Mia. Je suis là. Papa et maman nous soutiennent. Cette fois, les preuves sont solides. Tu as juste besoin de dire la vérité. Papa et maman ont appelé en vidéo depuis Prescott, encourageant Mia une fois de plus à témoigner. Papa la regarda longuement et dit de sa voix profonde et stable, « Ma fille, nous avons toujours été fiers de toi. N'aie pas peur. Quoi qu'il arrive,
la famille est avec toi. Maman n'a pas pu cacher ses larmes, la voix étranglée. Mia, tu as déjà trop enduré. Cette fois, tu n'as pas à te retenir. Tu mérites la justice. La peur était encore évidente sur le visage de Mia à l'idée d'affronter à nouveau Dolores et Steven. Elle tremblait légèrement, mais a ensuite hoché la tête, la voix douce mais résolue. Cette fois, je ne fuirai pas. Je le fais pour Léo et pour moi-même. Léo était assis à proximité, tranquillement, jouant avec des jouets comme s'il sentait la tension. Je l'ai serré dans mes bras, le cœur gonflé d'un sentiment clair. La Mia forte d'avant revenait. Le procès s'est ouvert rapidement et a attiré une attention considérable en raison de multiples clients lésés et d'allégations de fraude récurrentes sous la nouvelle entité. Les médias locaux ont rapporté, une société d'investissement de Phoenix accusée de fraude systématique liée à un conflit familial, remplissant la salle d'audience. Non seulement les avocats des deux parties, mais aussi des journalistes, d'autres victimes et des curieux. La salle d'audience du district est restée froide comme avant, avec de vieux bancs en bois et un air étouffant. Mais cette fois, je me sentais différent. Nous étions à l'offensive. La juge, une femme sévère d'âge moyen, a donné le départ. Affaire contre Elite Capital Partners LLC et la famille Walker pour fraude commerciale et violence domestique. Commençons. Mon cœur battait à tout rompre, les mains agrippées à la balustrade. Dolores et Steven étaient assis en face. Elle essayait de maintenir son arrogance, mais j'ai vu ses yeux vaciller. Ils savaient que nous avions quelque chose de gros. Au tribunal, les preuves financières, les contrats et les archives judiciaires ont été présentés clairement, montrant un schéma frauduleux s'étalant sur des années, plus des litiges isolés. Arlon s'est levé le premier, la voix retentissante. Votre honneur, ce n'est pas un accident. C'est un système. Du procès de 2012 de Walker Investment réglé avec d'importants paiements à aujourd'hui avec Elite Capital et ses contrats vagues identiques. Il a projeté des diapositives, anciens et nouveaux contrats côte à côte, les clauses de frais flexibles et de rétention en cas de litige surlignées en rouge. Le jury a murmuré, la juge a froncé les sourcils, prenant des notes. J'étais assis, regardant, tendu, me rappelant les nuits blanches à comparer les documents. Le conseil de la défense a tenté de réfuter, c'est de la spéculation historique. Mais Arlon a contré, pas de spéculation, des preuves concrètes du tribunal du comté. Puis les clients ont témoigné un par un, confirmant les fausses promesses, les contrats défavorables imposés et les pertes financières spécifiques, effritant les arguments de la défense. L'homme âgé à la retraite, ayant perdu 50 000 $, s'est avancé, la voix tremblante. Ils ont promis des rendements de 20%, mais quand j'ai exigé, des frais sans fin ont été déduits. J'ai perdu les économies de toute ma vie. Le jeune couple a raconté, nous avons signé en faisant confiance aux publicités, mais l'argent a été retenu, pas de remboursement. Arlon a présenté des factures, des emails, des preuves irréfutables. Le jury a hoché la tête. Dolores, de l'autre côté de la salle, a pâli, chuchotant à son avocat. La salle d'audience s'est échauffée, les murmures se sont répandus. J'ai jeté un coup d'œil à Mia à côté de moi. Elle a serré ma main. Kevin, ils perdent. J'ai hoché la tête, mais le cœur battait toujours la chamade. Ce n'était pas encore fini. Concernant le traitement de Mia, des emails, des messages, le témoignage de l'ancienne femme de chambre et des relevés d'activité ont été présentés, prouvant un contrôle étroit et un manque d'autonomie, contrairement à ce que les beaux-parents avaient prétendu. Arlon a appelé Maria. Elle s'est avancée, la voix ferme. Madame Dolores contrôlait tout. Pas de sortie, le ménage de l'aube au crépuscule. Je l'ai vu pleurer de nombreuses fois. Puis les emails et les messages de Mia ont été montrés, révélant des refus répétés d'emmener Léo chez les médecins. Steven transmettant silencieusement tout à sa mère sans intervenir. La salle d'audience est tombée dans le silence alors que le jury suivait les détails. Maria a confirmé calmement, déclarant qu'elle avait été témoin du contrôle de Mia et des retards répétés dans les soins médicaux de l'enfant. Le conseil de la défense a tenté de remettre en question l'authenticité du témoignage, mais Arlon a présenté les dossiers médicaux de Léo montrant des visites inhabituellement retardées. La chaîne de preuves a bloqué les réfutations. Pas de place pour le déni. Face à la chaîne de preuves, les réfutations des beaux-parents se sont effondrées une à une. Les vieux arguments se sont écroulés devant les documents et les témoins. Leur avocat a réutilisé la vidéo de Mia quittant la maison. Elle est partie volontairement, sans force.
Mais Arlon a contré, parce qu'elle a été mise à la porte, poussée au-delà de ses limites. Cela prouve le contrôle, pas un départ volontaire. Dolores a objecté à plusieurs reprises depuis le banc des accusés, la voix stridente. C'est de la diffamation. On nous accuse à tort. Elle a essayé de garder le contrôle, se levant et nous pointant du doigt, le visage rouge, mais son comportement révélait la panique, les mains tremblantes, les yeux fuyants. Le juge a frappé de son marteau, accusé, à l'ordre. La salle d'audience était tendue comme un arc. Tout le monde retenait son souffle. J'ai regardé Dolores, le cœur satisfait. Elle perdait le contrôle, comme Mia l'avait fait autrefois. Le tournant est arrivé lorsque Steven a admis de manière inattendue tout, de sa connaissance de la fraude de l'entreprise à son silence complice face au traitement de Mia par sa mère. Arlon l'avait appelé comme témoin de la défense, mais Steven, le visage cendré, a bafouillé. J'avoue. L'entreprise a escroqué des clients. Je savais tout. Ma mère a tout orchestré. Je l'ai suivi. La salle d'audience a explosé. Le juge a frappé de son marteau. Steven a continué à propos de Mia. Je suis resté silencieux pendant que ma mère la contrôlait, la mettait à la porte. J'ai été lâche. Je n'ai pas protégé ma femme et mon enfant. Son aveu a stupéfié Dolores. Elle s'est levée brusquement. Steven, es-tu fou? Pourquoi te jeter dans la gueule du loup? De manière inattendue, le fils toujours obéissant est devenu l'accusateur direct, brisant sa dernière défense. Le jury a murmuré, l'avocat de la défense a pâli. J'étais assis, stupéfait, je ne m'attendais pas à ce que le lâche se retourne. Mia pleurait à côté de moi. Kev, il a avoué. Après cela, les événements se sont rapidement enchaînés. Le tribunal a jugé que les beaux-parents avaient commis une fraude organisée, condamnant Dolores à 12 ans en tant que cerveau, Steven à 6 ans en tant que complice, dissolvant la société et gelant tous les actifs pour l'indemnisation des victimes. Le juge a lu solennellement. Accusé Dolores Walker, 12 ans d'emprisonnement, rôle de cerveau. Steven Walker, 6 ans, complice. Elite Capital dissoute, actif gelé pour indemnisation. La salle d'audience a éclaté en applaudissements de la part des victimes. Dolores a été emmenée, le visage tordu, maudissant. Injustice. Steven, la tête baissée, les yeux fixés sur personne. Pour Mia, le tribunal a entièrement annulé la décision précédente, la reconnaissant comme victime de contrôle et d'abus, lui accordant la garde absolue de Léo, une ordonnance de non-contact permanente contre les beaux-parents, et une indemnisation civile distincte pour la subsistance de la mère et de l'enfant. Plaignante Mia Walker reconnue comme victime, garde absolue de Léo, non-contact permanent avec les accusés. Indemnisation de 500 000 $. Mia m'a serré dans ses bras, sanglotant de manière incontrôlable. Le procès a pris fin. Mia et moi avons quitté la salle d'audience en silence. Plus de sentiment de victoire ou de défaite, juste le soulagement que la justice ait enfin parlé. Dehors, le soleil de l'Arizona brillait, le vent rafraîchissant comme pour laver la morosité. Nous nous sommes étreints. Papa et maman ont appelé pour nous féliciter. Mais à l'intérieur, un léger vide persistait. La justice est venue, mais si seulement elle était venue plus tôt. Dans les semaines qui ont suivi le procès, la vie a commencé à changer, mais lentement, comme une blessure qui guérit progressivement. Mia et Léo vivaient toujours avec moi, mais l'atmosphère dans la maison s'est allégée. Elle souriait plus souvent, bien que certaines nuits, elle se réveillait encore de cauchemars. Léo a montré de petites améliorations. Il a commencé à répondre quand on l'appelait par son nom, grâce aux séances de thérapie financées par l'indemnisation du tribunal. Papa et maman ont envoyé de l'argent et de la nourriture de Prescott, nous aidant à nous stabiliser financièrement. J'ai repris mon travail d'audit interne, mais maintenant avec un esprit plus clair. Je ne restais plus debout la nuit, épuisé à calculer les factures. Les médias ont continué à couvrir l'affaire, une riche famille de Phoenix s'effondre à cause de la fraude, mais nous avons évité de lire ou d'en parler. Une nouvelle vie, mais le passé persistait comme des ombres derrière le soleil du désert. Un après-midi étouffant, environ 2 mois plus tard, Mia est entrée dans la cuisine avec une expression inhabituelle. Elle tenait son téléphone, la voix hésitante. Steven a appelé de la prison. Il veut me rencontrer une dernière fois avant sa longue peine. J'ai fait une pause, en lavant la vaisselle, l'eau dégoulinant sur le sol. Ce lâche, maintenant en prison de comté,
attendant d'être transféré en prison fédérale. Après ses aveux au tribunal, il avait été condamné à 6 ans. Plus léger que sa mère, mais assez pour ruiner sa vie. Pourquoi te rencontrer, Mia? Il t'a assez fait de mal. Mia a baissé la tête, les yeux rouges. Je ne sais pas, Kevin, mais je pense que c'est pour tourner la page. Je n'accepterai que si tu viens avec moi. Je l'ai regardé, le cœur bondissant. Mia n'était plus aussi fragile, mais les blessures étaient profondes. J'ai accepté, non pas pour une réconciliation, mais pour m'assurer que ma sœur n'affronterait pas le passé seule. D'accord, je viendrai avec toi. Mais s'il t'insulte, je te sors immédiatement. Le jour du rendez-vous est arrivé plus vite que prévu. Nous avons conduit jusqu'à la prison du comté à la périphérie de Phoenix. Un bâtiment en béton gris avec des clôtures en barbelés et des néons clignotants. L'atmosphère lourde, l'odeur de métal mêlée de désinfectant m'a rappelé le refuge la nuit où j'ai trouvé Mia. Mia a serré ma main fermement pendant la sécurité, vidant les sacs, les détecteurs de métaux, la signature. La salle de visite était exiguë avec des tables à cloisons de verre, de vieux téléphones et un air étouffant. Nous nous sommes assis, attendant, mon cœur battant à tout rompre, non pas de peur, mais d'incertitude sur ce que Steven dirait. Il était toujours resté silencieux. Et maintenant? Steven est apparu derrière la porte de fer, son apparence décharnée me surprenant. Plus de costume impeccable, il portait une tenue de prison orange délavée, les cheveux en désordre, le visage creux avec des cernes. Pas d'évasion ni de silence maintenant. Il s'est assis de l'autre côté de la vitre, décrochant le combiné avec des mains tremblantes. Merci à vous deux d'être venus. Sa voix était rauque, sans autodéfense immédiate. Mia a tenu le combiné, le visage pâle mais calme. Pourquoi veux-tu me rencontrer, Steven? Je me suis assis à côté d'elle, regardant, prêt à interrompre si nécessaire. Steven a pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des mois, il a regardé droit dans les yeux de Mia, ses yeux fatigués, vides, comme quelqu'un épuisé de porter un fardeau trop lourd. Il a parlé lentement, chaque mot lourd. J'ai eu tort pendant très longtemps. Je savais que ma mère te contrôlait, te tourmentait quotidiennement. Je te voyais pleurer dans la chambre, je voyais Léo traité comme un fardeau. Mais je n'ai rien fait. Steven a dégluti difficilement. Voix plus rude. J'avais peur. Peur de perdre de l'argent, ma position. Peur d'affronter ma mère. J'ai choisi le silence parce que c'était plus sûr. Et ce silence a tué notre famille. J'ai serré la main de Mia sous la table, sentant son léger tremblement. Steven a continué comme s'il était résolu à ne plus rien cacher. Je savais ce que faisait l'entreprise. Je savais que ces contrats escroquaient les gens, mais j'ai fait semblant de ne pas voir parce que parler signifiait tout perdre. J'ai permis les méfaits de ma mère en connaissant les conséquences. J'étais un lâche. Les aveux tombaient lourdement, comme des souvenirs arrachés de sa poitrine. Je n'ai pas perdu la famille le jour de ma condamnation, a poursuivi Steven, la voix baissant. Je vous ai perdu, toi et Léo, au moment où j'ai choisi de baisser la tête, de me tenir derrière ma mère au lieu d'être à côté de ma femme et de mon enfant. Mia a écouté en silence. Elle n'a pas interrompu, blâmé ou réagi. Elle a juste laissé les mots passer comme pour clore un vieux chapitre. À travers la vitre, ses yeux se sont embués, mais ont retenu les larmes. Après une pause, Steven a levé les yeux à nouveau, la voix plus sérieuse. Il y a une chose que je dois dire. Au fil des ans, j'ai mis de l'argent de côté personnellement, entièrement de mon salaire et d'investissements légaux sans rapport avec les crimes de l'entreprise ou de la famille. Il a regardé Mia, les yeux non suppliants. Environ 200 000 $. Je l'ai transféré par l'intermédiaire d'un avocat. Il vous appartiendra entièrement, à toi et à Léo. Steven a respiré profondément, continuant. Je ne fais pas ça pour expier ou attendre quoi que ce soit. Je veux juste compenser un peu pour ce que j'ai pris. Et ainsi, derrière ces barreaux, mon cœur pourra être un peu plus léger. J'étais abasourdi. Je n'aurais jamais pensé que ce lâche conservait une quelconque conscience. Mia a pris une profonde inspiration. Quand elle a parlé à nouveau, la voix tremblante, mais plus stable. Je ne te déteste plus, Steven. Non pas parce que ce que tu as fait est pardonnable. Tu as détruit ma vie et celle de Léo. Elle a fait une pause, puis a continué. Mais tu as payé avec ta liberté et ta vie. Te voir ici si usé.
Pour moi, c'est suffisant. Mia a essuyé des larmes, les yeux inhabituellement calmes. Je pardonne. Pas pour toi, mais pour moi, pour que je puisse avancer sans être lié par le ressentiment. Léo et moi vivrons bien sans regarder en arrière. Ces mots ont tout conclu. Steven a hoché la tête, des larmes coulant. Merci. Je ne vous souhaite que du bonheur, à toi et à Léo. La visite a pris fin. Steven a été emmené, sa silhouette voûtée disparaissant derrière la porte de fer. Nous sommes restés un moment de plus, silencieux, sachant que certaines blessures ne peuvent s'effacer, mais qu'enfin, elles s'étaient refermées. Mia et moi avons quitté la prison en silence, sans regarder en arrière, sachant que le passé était scellé derrière cette porte de fer. Sur le chemin du retour, le soleil de l'après-midi en Arizona s'est adouci, le vent transportant une odeur familière de poussière. Mia s'est appuyée sur le siège, regardant dehors. Après cette conversation, je me sens tellement plus légère. Plus de colère. J'ai agrippé le volant, le cœur chaud. Tu es forte, Mia. Maintenant, regardons vers l'avenir. Mais à l'intérieur, une certaine anticipation persistait. L'argent était-il vraiment propre? Nous avons vérifié par l'intermédiaire de l'avocat. C'était légal. Ce fut le dernier tournant, aidant Mia à gagner son indépendance. Cette nuit-là, de retour à la maison, Mia a serré Léo fort dans ses bras et s'est vite endormie. Je me suis assis seul dans la cuisine, laissant mes pensées retourner à la réunion de l'après-midi. L'image de Steven claire dans mon esprit, décharné, le visage creux, la voix rauque comme s'il avait vieilli de décennies en peu de temps. Je me suis souvenu de ses aveux, en particulier de voir Mia pleurer mais de se détourner. J'ai également revérifié les documents sur l'argent laissé, tout était propre, provenant de comptes personnels non touchés par les crimes. Mia a beaucoup pleuré après la réunion, mais pas de douleur. C'était une libération après des années de répression. Et son pardon n'était pas pour lui, mais pour elle-même, pour avancer sans être liée par le passé. Au moment où nous avons quitté la prison, la lourdeur dans mon cœur s'est progressivement estompée, comme si un fardeau qui pesait sur nous trois depuis des années était enfin déposé. Fermer le passé douloureux et ouvrir un voyage de guérison qui ne faisait que commencer. Quelque temps après le procès, avec le soutien émotionnel de nos parents et les ressources financières de l'indemnisation du tribunal, ainsi que l'argent que Steven avait laissé derrière lui, la vie de Mia et Léo s'est progressivement stabilisée. Papa et maman appelaient en vidéo depuis Prescott chaque semaine, envoyant de la nourriture faite maison et des paroles d'encouragement chaleureuses, restant proches malgré la distance. L'indemnisation du tribunal, 500 000 $, ainsi que les 200 000 $ de Steven, avaient tout été minutieusement vérifiés par l'avocat Arlon, garantissant que tout était complètement légal et propre. Les soucis financiers ne pesaient plus lourdement sur mes épaules comme avant. Auparavant, les fins de mois signifiaient des nuits blanches à calculer les factures. Maintenant, le compte en banque était stable, nous permettant de respirer plus facilement. Mia a investi une partie de l'argent dans un fonds d'épargne pour Léo, utilisant le reste pour la vie quotidienne. Léo a commencé à sourire davantage, bien qu'ayant encore des moments de silence, mais le garçon progressait grâce aux séances de thérapie régulières soutenues par le tribunal. Mia a trouvé un emploi stable adapté à sa situation, une assistante administrative à temps partiel dans un petit bureau près de chez elle. Elle avait été rejetée de nombreuses fois en raison de ses interruptions de carrière, mais maintenant, avec une lettre de recommandation de l'avocat et une confiance retrouvée, elle a été embauchée. C'est un travail léger, Kevin. Je peux déposer Léo et le récupérer, a partagé Mia avec enthousiasme. Léo a bénéficié de visites régulières chez des spécialistes et a rejoint des programmes d'intervention précoce pour les enfants ayant un retard de développement, des séances basées sur le jeu, apprenant à parler avec des enseignants dévoués. Le garçon a commencé à appeler sa mère plus clairement, répondant au rire de Mia. De petites mais claires améliorations sont apparues. Je l'ai emmené au parc le week-end, regardant Léo trottiner après les papillons. Mon cœur débordait de joie. Alors que les choses s'installaient dans une routine, la mère et le fils ont décidé de louer leur propre appartement près du mien. Un pas de la dépendance à l'indépendance sans alourdir ma vie. Mia a trouvé un petit logement en banlieue à seulement 10 minutes en voiture. 2 chambres, une cuisine propre et un petit jardin pour que Léo puisse jouer. Je veux prendre soin de moi, Kevin. Je ne veux plus être un fardeau, a-t-elle dit en signant le bail. J'ai aidé à déménager les affaires, le cœur mitigé, fier de sa force, mais triste que la maison soit plus calme. Le jour du déménagement,
Léo m'a serré fort dans ses bras et m'a appelé « oncle ». Le garçon l'a dit clairement, et j'ai failli pleurer. Mia a souri. « Viens nous voir quand tu veux. » Ma maison me semblait plus vide maintenant, mais je savais que c'était une bonne chose. Mia reprenait sa vie en main. J'ai repris mon propre rythme, reprenant le travail et les rêves mis en pause. Pendant le chaos, soulagé que la famille tienne bon. Le bureau de Phoenix est resté étouffant avec des documents internes. Mais maintenant, je travaillais plus efficacement, obtenant même une petite promotion. Chef d'équipe auditeur. Les anciens plaisirs sont revenus. Pêche le week-end, lecture dans les cafés, rêvant du voyage dans le désert que j'avais reporté. La vie normale est de retour, pensais-je, mais remplie de gratitude, pour la stabilité de Mia, la santé de Léo et la réunion de famille. Grâce à des rencontres de remerciements et des occasions fortuites, j'ai progressivement développé des sentiments pour Nathalie, la meilleure amie de Mia. Nathalie, celle qui m'avait envoyé un message ce premier jour, déclenchant tout. Cela a commencé par des rencontres de remerciements. Merci de m'avoir parlé de Mia, ai-je dit dans un café. Elle a souri, les yeux brillants. Je l'ai fait pour Mia. C'est ma meilleure amie. Puis, par coïncidence, l'anniversaire de Léo, des sorties en famille, Nathalie et moi avons parlé davantage. Nathalie, une enseignante de maternelle, douce et perspicace, comprenait profondément le traumatisme de Mia. Nous partagions une inquiétude silencieuse pour la mère et le fils, et une proximité s'est formée naturellement. La relation n'est pas venue avec des émotions explosives, mais s'est construite lentement sur la confiance et la compréhension. Pas de précipitation, pas d'évitement. Un soir, après avoir ramené Mia à la maison, Nathalie est restée. Elle s'est appuyée sur la porte, me regardant longuement avant de dire doucement, sincèrement, « Kevin, tout le monde ne reste pas patient quand les choses deviennent lourdes. Tu as fait plus que le devoir d'un frère. » Je l'ai regardé, le cœur ému. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de grandiose. Je ne pouvais simplement pas me détourner quand ma famille avait besoin de moi. Nathalie a souri, les yeux s'adoucissant. C'est ce qui te rend différent. À partir de là, nous avons commencé des rendez-vous simples, des promenades au coucher du soleil dans le désert, de vieux films partageant des souvenirs imparfaits. Une fois, dans un rare silence, Nathalie a murmuré « Je t'aime bien parce que tu choisis la gentillesse même quand ça coûte plus cher. » Je me suis tourné vers elle, répondant sincèrement « Et je t'aime bien parce que tu ne juges pas sur les apparences, mais sur ce que les gens sont vraiment. » Tout est venu doucement. Sans fanfare, mais assez profondément pour que je le sache. Après toutes les tempêtes, je pouvais encore croire en quelque chose de durable. Nous avons décidé d'un engagement à long terme et avons organisé un mariage simple et chaleureux avec les parents, Mia, Léo, des parents, des voisins et des amis présents. Pas d'extravagance, mais complet. Le mariage dans le jardin de papa et maman à Prescott, sous les pins verts, avec de la nourriture faite maison et des fleurs sauvages. Mia était la demoiselle d'honneur. Léo portait maladroitement les alliances. Les parents ont pleuré. Mon fils, tu mérites le bonheur. Nathalie, dans une simple robe blanche, était radieuse. Nous avons échangé nos vœux sous les applaudissements. La fête a duré tard. Rire et histoire partagée. En regardant Mia rayonner à la fête, je me suis souvenu du chemin parcouru, du désespoir, de l'impasse, à tout qui se mettait en place, et j'ai réalisé la valeur de ne pas abandonner. Mia a dansé avec Léo. Elle était maintenant forte, confiante. Je me suis souvenu de l'avoir trouvée au refuge, du procès raté, des nuits épuisantes, tout cela comme un film au ralenti. Si j'avais abandonné, alors tout maintenant serait différent. J'ai pensé que je comprenais progressivement que la famille n'est pas un endroit sans blessure, mais un endroit où personne n'est laissé seul quand il est blessé. Nous n'étions ni parfaits ni forts dès le départ, mais nous avons choisi de rester ensemble. Les parents ont soutenu inconditionnellement. Mia a affronté sa douleur avec résilience, et j'ai choisi de me battre. Le chemin n'a pas été facile, mais cette unité nous a portés à travers les jours les plus sombres. J'ai aussi réalisé que la justice n'arrive pas toujours à temps. Parfois très tard, parfois seulement quand les gens persistent sans abandonner. Si je m'étais arrêté après la première défaite, acceptant le silence par fatigue ou par peur, la vérité serait restée enterrée. Le deuxième procès n'a pas été de la chance. C'est le fruit d'avoir creusé jusqu'au bout, refusant de se détourner de ce qui était juste. Et à la fin, j'ai compris que le pardon n'est pas d'effacer ce qui s'est passé,
ni de justifier les torts des autres. Le pardon se libère soi-même du ressentiment, allégeant le cœur pour avancer. Comme Mia pardonnant à Steven, non pas pour lui, mais pour elle-même, afin qu'elle et Léo puissent vivre une nouvelle vie sans être liés par le passé. Espero que te God, recorridamente God. ¿Cómo está arriba? Un game diciéndome, Jotas, ¿cómo estás? Espero que te God. Joder, bueno, tardé un poco porque soy un ser humano. Vale, así yo me como la hostia. Vale, ¿cómo están amigos? Espero que te God. Bueno, today, hoy es el día para ganar, dice, ando jugando TFT. Vale, me alegro, Rivan, seguí dándolo todo en el TFT. Ricolino. Bueno, hoy es el día Minecraft, amigos, es el día Minecraft. Veremos qué va a pasar. Yo voy a jugar al Minecraft Insta. Dierzo creo que duerme aún. Tranqui, Rivan. Dierzo, ya hablé con Dierzo. Yo le dije que no pasa nada, que si está durmiendo, que duerma. Vale, yo voy a jugar al Minecraft 100%. Hoy es el día Minecraft para mí. Así que voy a entrar en la zona secreta y no hay chance. Vale, yo sé que no se ve nada en la pantalla, lo tengo claro. Ahora lo voy a poner. Igual te voy a poner la contraseña. Para, no me jodas. Para un poco. No me jodas. Para un poquito, tengo un quilombo. La contraseña secreta, amigo. Para un montón de cordos está la contraseña. Hasta encontrarla ahora. Andan con... No, tengo demasiadas porquerías. No la voy a encontrar nunca. Qué asco, para poco. ¿Qué es esto? No. Necesito encontrar los comandos. ¿Vale? Todo por el chitero aquel que me sacó el nombre, ¿eh? Si no sería feliz, me recago. ¿Dónde están los comandos? Yo me acuerdo que hice toda una lista de comandos. Acá está la contraseña secreta. Vale. Ah, se ve el Minecraft ya. Bueno, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. A ver si escribo. ¿Se ve? No se ve. Voy a poner la contraseña. Espero que no se vea. Igual me da cosa. Lo voy a desactivar. Para un poco. ¿Cuál es la pestaña de esto? Esto no. Esta es la cosa. Vale, a este le voy a poner un nombre. Para poco. Renombrar. Así sé que es. Minecraft. Vale. Bueno. Voy a poner la contraseña. Login. Y la música me pone nervioso. No se ve, ¿no? Por las dudas. También a mí porque se me ocurrió poner una contraseña tan complicada. Vale. Me va a hacer bien un descanso de LOL. Amigos. Ayer me dio mucha risa. Mucha gente dejando el LOL, ¿eh? Mucha gente dejando el LOL. No sé qué carajo está pasando. No, me echaron del server, no me jodas. Para un poco. Me echan de mi server. ¿Qué está pasando? Dice, ¿vas a poner música hoy? Ya que chill. No, arriba no voy a poner música por el copyright. Me niego rotundamente. No puedo poner música todo el tiempo. Pongo una vez cada tanto. ¿Qué le pasa a esto? ¿Vale? O sea, yo tengo una música pero la tengo bajita. Pero esa música no me detecta el copyright. Igual ahora después la saco. Pero si pongo la música de YouTube, ahí se me complica una banda. Dale, se bugueó toda la cresta. Para poco. Cargando terreno, me dice. Sí, entró. Le costó una banda. ¿Sí? Dale, no seas sorete. No me cagues. Bueno, ¿está mala contraseña? ¿Vos me estás jodiendo? Ya vi el error. Ok. Dale. Qué problemas que tengo hoy, ¿eh? Es una banda. ¿Vos me estás jodiendo? No, para poco. Dale que se va a cerrar el server. Vale, tengo 6 minutos. Ya me quedan como 3. Está re lagueado, pero mal. ¿Seré yo? No. ¡Ay, entró! Cargando terreno. ¿Por qué ando tan trancado? No sé. No es el momento de cagarme la vida. ¿No me jodas? ¿Qué está pasando? Vale, dale. Nada. De momento... recalculando. Bueno, mientras lo voy acomodando la cámara. Acá. Y así. A ver qué pedos. Vale, perfecto, me gusta ahí, recalculated, excelente, me encantó. Hola Rey, ¿cómo estás? Keywordsad, espero que te hot. Ahora sí, lo tengo que sacar. Vale, voy a poner la contraseña. ¿Cómo estás, Keywordsad? ¿Cómo te va? Espero que estés excelente. Vale. ¿Coso? No se ve, ¿no? Bueno, hoy es Minecraft, voy a jugar al Minecraft hoy. Obviamente, ahora voy a poner todas las cosas, toda la información. Pasa que estoy entrando primero y me está costando un poco. Para poquito. Es que la contraseña del coso me está arruinando la vida. 2, 3. Sí, ahora le hice bien.
Ahora lo hice bien. ¿Y? ¿Y? ¿Ah, entré? Está todo No sé qué está pasando, No sé qué está pasando, está todo bugueado.